Bienvenue aux séries d'ateliers de l'entreprise sociale. Aujourd'hui, on est joigné avec Mosef Lacoas, le directeur exécutif de BGC Moncton. Et il va nous parler à propos le recrutement du personnel de votre entreprise sociale. Et on a déjà fait cette discussion en anglais. Aujourd'hui, on va parler en français. Et Mosef a beaucoup d'expérience avec le personnel d'entreprise sociale. Il est dans le processus de croiser, to grow son entreprise sociale. So, avec ça, je te passe à toi. Merci Vanessa, c'est un énorme plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour qu'on parle d'un sujet qui me passionne énormément à savoir l'entreprise sociale et tout ce qui concerne le travail communautaire d'une façon dans son ensemble. Alors, on va regarder ceci par un aspect très important, dans le fond, le nerf névralgique, ce qui fait fonctionner qu'est-ce qu'on fait parce qu'on est dans le domaine du service, on n'est pas dans le domaine des produits. On ne fabrique pas des widgets ici, à savoir le personnel. Donc, c'est très, très, très important de s'attirer et bien s'aligner des meilleurs talents qu'on peut trouver. Deuxièmement, il faut s'assurer de bien les engager, les onboarder à l'intérieur de notre organisation. Et la troisième chose, il faut savoir comment les retenir. Je dis toujours que c'est la réputation de la compagnie et la culture de l'entreprise en tant que telle qui décide quel genre de staff que tu attires à l'intérieur de ton organisation. Lorsque tu as une culture qui est basée sur le respect, mais aussi sur l'excellence dans la matière de produire, de servir ta clientèle, tu vas toujours t'attirer, ou t'entourer ou choisir de recruter des gens qui s'alignent vers la mission. Une des choses que j'ai appris de mes mentors, qui est très importante, que j'ai un petit peu oublié de dire dans la partie anglaise, on a une prémisse qui m'a été inculquée, à savoir, je vais le dire en anglais, par la suite je vais le traduire, c'est hire the soul, train for the world. C'est très, 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 très important de s'aligner avec des gens qui ont les mêmes valeurs. Donc, il faut recruter l'âme, si je peux dire, et trainer ou, ou former pour le rôle en tant que tel. Donc, il faut s'attirer des personnes qui s'alignent avec nos valeurs et notre vision et par la suite s'assurer qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils vont faire à l'intérieur de leur travail, mais aussi de leur donner une raison d'être, de leur donner beaucoup d'empowerment pour qu'ils puissent créer des choses par eux-mêmes parce qu'ils ont beaucoup de choses à donner. Alors, il faut juste enlever les obstacles et les barrières de leur chemin pour s'assurer qu'ils sont toujours en mode innovation et en mode de création. Mhm. Et tu, est-ce que tu peux nous parler à propos de ton stratégie de recruter et garder les personnels chez ton entreprise sociale? Bien évidemment, le recrutement, le meilleur recrutement qu'on a utilisé par le passé, puis on a investi pas mal d'argent dans différentes options, ça demeure toujours le bouche à oreille. C'est la meilleure stratégie qui peut fonctionner. C'est vieux comme la terre, mais c'est toujours très, très, très efficace. Lorsque tu as un staff qui est très loyal, qui adore son travail, qui donne le meilleur, qui se sent, qui est valorisé, ils vont toujours te donner des références partout parce que ça va être les meilleurs ambassadeurs. Parce que ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas mettre dans une description de poste quand tu mets ça sur Kira Bacon World. Tu peux pas mettre le soul, l'âme de ta compagnie dans un job description. Mais un staff peut. Lorsqu'il prend un petit verre avec ses collègues ou ses camarades pour parler de son travail ou son environnement versus qu'est-ce que les autres disent sur leur environnement de travail, tu peux savoir la différence. Il y en a un qui est heureux, qui est valorisé, qui est empowered, qui est autonome, qui n'est pas micromanagé, qui peut donner des idées. Lorsqu'il donne des idées, ça se rend à la gestion et c'est des choses qui vont voir le jour à travers des projets versus un qui s'en va juste faire une job, qui n'est pas écouté, qui n'est pas valorisé, qui est micromanagé. Le gestionnaire est toujours derrière leur dos, en train de les critiquer, etc. Ça, c'est pas des environnements de travail qui sont sains. Alors, il faut vraiment bâtir un environnement de travail qui valorise la personne en tant que telle. N'oubliez pas, c'est pas juste des employés, c'est des êtres humains qui ont des rêves, qui ont des aspirations, qui ont des idées, qui ont des bonnes solutions à apporter parce que c'est eux qui vivent avec le problème de tous les jours. Il faut les écouter.
la majorité des changements et des améliorations qu'on a apportés en tant qu'organisation, à une bonne partie qui ont très bien fonctionné, venaient du frontline staff. Alors, il faut s'assurer de capter ces idées, capter ces expériences pour les transmettre en même temps des solutions. Et lorsque ça se fait, ça augmente le niveau d'engagement des employés parce qu'ils se sentent propriétaires versus des locataires. Ils sentent qu'ils font partie du processus décisionnel. Et lorsque ça arrive, c'est le comble. Et c'est ça qu'on a essayé par le passé. Et maintenant, notre équipe fait pertinemment partie des processus décisionnels. Ils sont consultés sur une base régulière, à chaque mois, à chaque trimestre. Ils sont consultés, ils font partie des solutions. Ils font partie, littéralement, c'est grâce à eux que la croissance durant les dernières années, on a quasiment doublé le budget opérationnel. On va le tripler si tout se passe bien par l'année prochaine. C'est eux. En fond, on nous dit qu'est-ce que vous avez besoin et on s'assoit puis on écoute pour améliorer les choses. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui pourrait fonctionner mieux? Et on fait ça sur une base régulière, puis on les entend, puis on met ça dans des petits projets, puis les petits projets s'activent. C'est comme ça que l'amélioration continue se fait. Yeah, mon prochaine question était comme comment est-ce que tu as développé ton stratégie pour croissance, mais peut-être tu as déjà répondu à cette question. Ben, la croissance, c'est dans mon ADN. Lorsque j'ai commencé ici, c'était pas juste pour faire du maintien. Si tu ne grandis pas, tu n'améliores pas, tu sauves plus de problèmes et tu aides plus de familles. Pour moi, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis pas là juste pour avoir une job, là, puis un salaire. Mais je suis ici pour résoudre des problèmes. Mais les problèmes communautaires ne cessent d'augmenter d'année en année en matière de pauvreté, en matière de homelessness, en matière de santé mentale. Il y a plein de choses là. Fait que s'il augmente à chaque année, ben, il faut normalement qu'on puisse les suivre et croître pour pouvoir mieux répondre à la demande qui ne cesse d'augmenter à chaque année. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on pense comme organisation à toujours développer des moyens pour pouvoir arriver à des solutions qui rament et qui riment avec les problèmes de la communauté en tant que telle. Donc, on a engagé plus de personnes, on attire plus de jeunes, on dessert plus de familles, on fait plus de bien. C'est merveilleux. Alors, on n'a pas un capacity mindset pour dire, OK, on est arrivé à un niveau, on ne peut pas aider d'autres, mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir pousser la barre et continuer de croître pour éventuellement venir en aide à ceux et celles qui sont dans le besoin. Et la majorité des choses qu'on a faites, c'était l'équipe qui ont amené ces idées de comment on peut améliorer la roue pour faire en sorte qu'on soit en mesure d'aider plus de jeunes et entre autres, et par conséquent, plus de familles. Tu as parlé aussi à propos de l'entraînement de ton personnel. Tu investis dans leur développement. Peux-tu nous parler un peu à propos comme comment est-ce que tu penses à propos de l'investissement dans les personnes qui travaillent aux entreprises sociales? Ben, c'est très important de s'assurer que les gens ne sentent pas qu'ils ont juste stagné. Ils ont arrivé à un niveau où ça y est, je fais la même chose, je l'avais tous les jours. Lorsque tu enlèves l'excitation et tu enlèves la connaissance tous les jours du travail, ben, ça devient quasiment un travail de machinal, de robotique, là. Puis lorsque le staff rentre dans une période pareille, ben, c'est là où ils commencent à penser de changer d'employeur. Parce qu'ils sont pas en mesure de croître. Alors, c'est à notre premier point. Tu n'as pas le choix que de grandir si tu veux garder ton staff. Parce que si plateau, ils sont à. La majorité vont quitter. Surtout les jeunes, parce que les jeunes veulent dépasser, veulent faire partie du challenge, ils veulent croître, ils veulent aussi se faire promouvoir. Tu sais, peut-être il peut commencer junior, puis là, il est manager, puis le manager, il est director, puis le director, il est VP. Il faut créer aussi un environnement dans lequel que les gens vont grandir. Il y a des gens, si tu veux qu'ils se retirent d'ici, ben, tu n'as pas le choix de continuer de grandir parce que sinon, c'est les mêmes salaires, c'est les mêmes responsabilités pendant 20 ans. Yeah. Mon Dieu, comme, shoot me, moi, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Là. Non, 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 non. Je ne suis pas dans cette catégorie et si je ne suis pas dans cette catégorie, je veux essayer de créer un environnement où ce que mon staff peut évoluer. Alors, justement, on croit pour, je veux dire, pour aussi pouvoir être en mesure de pouvoir leur donner la chance d'apprendre des nouvelles choses et toujours innover. Alors, on investit dans la formation pour chacun des employés.
On s'assoit, puis on parle de leur plan de développement personnel, puis on leur dit, si vous avez un cours en tête, ou si vous avez une formation, ou si quelque chose que vous voulez explorer qui est relié à votre domaine de compétences, à savoir l'éducation des jeunes, ben, on est toujours ouvert à payer la formation pour leur permettre de faire ceci. On leur donne le temps nécessaire pour pouvoir le faire. On amène des consultants ici ou des subject matter experts pour les former dans des sujets, à savoir la santé mentale. On parle aussi de littératie financière. Parce que des fois, staff, il y en a, ça prend toujours gérer leur budget. Surtout, mettons, on se retrouve dans des situations particulières. Fait qu'on leur donne l'information pour qu'ils puissent prendre ceci et l'utiliser pour toujours, dans une optique de toujours s'améliorer. Alors, la formation ici, c'est un acquis. Aujourd'hui, tu sais, il faut qu'on développe plus de revenus parce qu'une partie de ce revenu n'est pas juste reliée je veux dire, à livrer les produits et services qu'on offre pour la communauté, mais aussi pour former notre équipe. Et ça prend des dépenses. La majorité des compagnies privées ou publiques, ben, lorsque les temps sont difficiles, ben, là où ils vont couper le plus, c'est staffing. Enlève le budget training, mais ça, on ne veut pas faire ça. C'est grâce à notre croissance et le résultat direct du fait que notre équipe est bien, se sent bien, est très valorisée, est très empowered et est en mesure de pouvoir, s'ils savent mieux faire, ils vont toujours le répliquer dans le service qu'ils vont rendre. Et s'ils le font, la satisfaction est mieux. Therefore, ça nous donne une raison d'être pour aller chercher plus de revenus. Alors, c'est un petit cycle. J'invite tout le monde à se renseigner sur les concepts de l'amélioration continue. Je suis un grand fan de ceci. Je l'ai fait pendant 3 ans avec une grosse compagnie dans la région. Si on implique les components de l'amélioration continue, ben, on parle des individus, on parle des processus, on parle de la stratégie et de la vision, et on parle de comment toujours faire en sorte qu'on est toujours en vision d'améliorer les choses à tous les jours, pas seulement pour nos clients, mais aussi pour notre équipe. Et pour peut-être la dernière question, on a parlé un peu à propos du développement communautaire et que tu penses à propos de ton entreprise sociale. Et si tu ne le gères pas avec l'excellence opérationnelle, tu ne vas pas avoir ton impact. Alors, peux-tu nous parler à propos comment tu penses à propos du développement communautaire et l'excellence opérationnelle? Absolument. C'est le développement communautaire efficient et efficace va se faire par une excellence opérationnelle. Yeah. Parce que si on a des bonnes intentions pour enlever la pauvreté et pour éduquer les jeunes, pour enlever le dropout rates, pour s'assurer qu'il n'y a personne qui a faim, ben ça, c'est tous des objectifs nobles et une vision. Mais pour pouvoir y arriver, ça prend une excellence opérationnelle pour pouvoir faire ceci. On ne peut pas juste arriver, puis excusez le terme, faire de notre mieux. Ben, c'est ce que je peux faire. Ben, si ça marche pas, non. Mais si c'est ça le plan, dans 10 ans, on va enlever la famine, ou dans 10 ans, on va loger 100% des personnes, ou dans 10 ans, on va enlever le dropout rates des jeunes des écoles. Et là, par la suite, ça devient un plan, là. Ça devient un plan au niveau du revenu, mais ça devient un plan au niveau opérationnel surtout, pour développer la capacité de pouvoir arriver là. Et c'est là où je m'inspire toujours des concepts, je veux dire, de l'efficience par rapport au Lean Canvas et l'amélioration continue, parce qu'il faut développer les processus. Et c'est très important. J'ai quelque chose que j'ai toujours appris, c'est lorsque les choses ne fonctionnent pas, l'humain a toujours l'instinct de blâmer la personne. Yeah. Mais quand tu es dans une efficience opérationnelle ou dans une excellence opérationnelle, tu ne blâmes pas la personne, tu blâmes le processus. Parce qu'il n'y a personne qui se réveille pour faire une job pourri à tous les jours. Mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans leur quotidien qu'il faut connaître. Et lorsqu'on les connaît, on les enlève. Et lorsqu'on les enlève, on fait le meilleur job le lendemain. Alors, c'est ça qui nous inspire à tous les jours ici au Boys Girls Club ou bien au BGC Moncton. C'est qu'on s'est inspiré des valeurs et des notions de l'amélioration continue pour arriver à nos objectifs communautaires. Et c'est de là que dans les dernières trois années et demie, on a pu littéralement et constamment, à chaque année, créer une croissance. Aujourd'hui, je viens juste de recevoir les états financiers et par rapport à 3 ans passés, les opérations ont doublé. Et on a éventuellement ce qu'on a l'intention de faire, pas juste en matière d'équipe, mais aussi en budget opérationnel,
l'année prochaine, on va continuer d'augmenter éventuellement nos acquis pour toujours être en mesure de desservir la communauté et s'assurer que les besoins communautaires qui sont pressants et énormes soient répondus avec un service très efficace. Cela aussi affecte la capacité, le fiscal management. Si tu n'as pas une excellence communautaire, par conséquent, tu n'as pas une fiscal management, une capacité financière. Et ça, c'est un petit peu dangereux parce que si tu ne gères pas tes choses de la même façon, il y aura un temps où you're going to struggle. Tu vas arriver à un problème, je dirais un point où tu as des problèmes financiers. Et si tu as des problèmes financiers, malheureusement, tu ne peux pas répondre à ton besoin communautaire que tu veux faire. Comme n'importe quelle compagnie. Une compagnie ne peut pas répondre aux besoins de son client s'il n'est pas dans une situation financière solide. La même chose pour le social enterprise. Si tu n'es pas dans une situation financière solide avec des plans opérationnels solides, malheureusement, tu ne pourras pas répondre à tes besoins communautaires d'une façon très efficace. Oui, on a parlé un peu à propos le mindset stratégique d'investissement et tu as parlé à propos d'investir dans tes personnes, investir dans tes processus, investir dans ton entreprise. Est-ce que tu as des autres pensées à propos? Absolument. Ben, je pense que le plus que je pense, le plus que le terme not for profit, c'est mauvais. Yeah. C'est mauvais. C'est comme tu dis aux gens, il ne faut pas faire de profit. Comme you're not for profit. Ben, you're not for profit, so you're breaking even ou you're in debt. Tu ne fais pas de l'argent. Mais je ne suis pas dans cet esprit-là. Là. Dans la mesure où n'importe quelle organisation a besoin d'avoir du surplus pour faire face aux besoins de la croissance. Yeah. Parce que le surplus va desservir plusieurs choses. Le surplus va être investi, mettons, dans la recherche et développement, des meilleurs processus. Le surplus va être peut-être investi dans le remplacement des moyens de transport qu'une majorité des social enterprises utilisent. Il va peut-être investir dans la rénovation du building dans lequel on opère si on le partage, si on est propriétaire. Mettons, juste faire un toit, mais ça peut coûter un demi-million. Ben, où est-ce que tu vas amener un demi-million? Est-ce que tu n'as pas de surplus? Yeah. Tu vas faire une campagne de financement. Ben, pour faire une campagne de financement d'un demi-million, il faut que tu la prépares pendant 2 ans, au minimum pendant 1 an, à travers un processus très clair, à travers un certain nombre de dons. Ben, il faut appliquer un certain nombre de concepts pour pouvoir être en mesure de chercher un demi-million pour faire face à des dépenses en capital extrêmement importantes. Donc, il faut comprendre les besoins de remplacement des actifs. Il faut comprendre les besoins de croissance en matière d'individus et en matière d'organisation et être en mesure de supporter ceci à travers des investissements qu'on fait. Parce que si on n'a rien dans le compte de banque pour fonctionner pendant un certain temps, lorsqu'on l'a vu pendant la pandémie, si tu n'avais pas d'argent dans ton compte de banque jusqu'à temps que tu reçois l'argent du gouvernement ou autre, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes le porte. Ou bien tu fonctionnes avec la marge de crédit, mais si la marge de crédit n'est pas assez pour financer le payroll, qu'est-ce que tu vas faire? Right? Fait que il faut constamment appliquer les concepts de la gestion financière saine et solide et s'assurer d'avoir des surplus, pas nécessairement des surplus parce que tu n'as pas fait tes projets à 100% ou bien tu fais de l'argent, tu appliques pour 10 000 et tu décides de dépenser juste 5 000 ou 6 000. Non, non, je ne parle pas de ça. En tant qu'institution, on a des dépenses fixes, des admin, management fees. Et c'est ces management fees, 15 ou 20 qui nous permettent de pouvoir financer la structure des buildings, des choses qui permettent à l'opérationnel de fonctionner au meilleur niveau. Et c'est ça qu'on utilise pour éventuellement être en mesure de faire face à des défis. Même l'Agence du revenu du Canada, après ce qui s'est passé éventuellement durant la pandémie, maintenant, ils sont en train de reconsidérer la notion de surplus. Yeah. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours nécessairement quelque chose de tabou, quelque chose de mauvais, mais ils ont réalisé que les organisations qui avaient un petit coussin de sécurité investi pour pouvoir faire face aux défis, ils ont réalisé que ces organisations étaient beaucoup mieux, dans une situation beaucoup plus aisée de pouvoir répondre à des besoins pressants que des organisations qui n'avaient rien. Et c'est là où on est en train de reconsidérer le profit ou le surplus, parce que le surplus n'est pas toujours synonyme de quelque chose qu'on a dans nos poches versus l'investisseur
privé, mais le surplus dans le cadre d'un not-for-profit ou d'une entreprise sociale est toujours réinvesti dans l'opérationnel pour s'assurer que la chose fonctionne à merveille pour longtemps. Parce que sinon, si on est toujours dans un mindset de 1 an pour 1 an, c'est très risqué. Moi, je préfère planifier pour 10 ans et m'assurer qu'on a toutes les conditions possibles pour pouvoir y arriver. Yeah, I love that. Et merci pour tes pensées. C'est une bonne place, un bon endroit de finir cette discussion en pensant qu'est-ce que c'est le futur et comment est-ce qu'on va arriver là pour notre entreprise sociale. Alors, merci beaucoup d'être ici. Merci à toi. Ça me fait grand plaisir. Merci de m'avoir eu.